Alors, mais je suis vraiment, moi aussi, enchantée de vous voir et de vous voir aussi nombreux. Je veux dire que quand j'ai pris cette taille d'amphi, je me suis dit, bon, mon rêve secret que je ne vais dire à personne et je vous le révèle aujourd'hui, c'est qu'il soit plein. Mais je dois dire que je ne pensais pas que ça arriverait. Donc, on a été très contents de clore les inscriptions parce que l'amphi était plein. Et je trouve que c'est très gratifiant pour ce travail de sensibilisation qui nous tient à cœur en ICV sur la construction ou sur la régulation des émotions, on va dire, et comment elle se construit. Alors, quand vous avez le livre entre les mains, et quand vous aurez l'occasion de le commencer, vous verrez qu'en introduction, je commence en disant que ce n'est pas un livre sur l'ICV. Il y a comme un blanc dans la salle. C'est un livre sur la régulation des émotions. Et cette journée, c'est la même chose. L'ICV est un prétexte pour tester toutes sortes de choses que l'on commence à connaître grâce à la recherche au niveau de la construction de la régulation des émotions. Et grosso modo, l'ICV a quelque chose d'extrêmement instructif et éclairant au niveau scientifique, je trouve. C'est de illustrer la théorie, de montrer à quel point la théorie de l'attachement, la théorie de la régulation des émotions et les neurosciences affectives qu'il y a derrière sont un modèle cohérent pour rendre compte de cette construction de la régulation des émotions et aussi pour rendre compte de la question de la résilience, du trauma, des troubles dissociatifs notamment. Donc je suis enchantée de voir qu'on a à peu près la moitié de la salle qui n'est pas formée à l'ICV et rassurez-vous, je ne pense pas que ce sera nécessaire pour comprendre ce qui sera dit. Il y aura peut-être quelques petits détails techniques, il ne faut pas hésiter à protester si ça devient trop technique, mais normalement ça ne devrait pas être le cas. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, l'idée c'est de poser les bases de comment se construit cette régulation des émotions et de poser les bases de toutes les autres interventions de la journée, en fait. C'est-à-dire l'implicite de toutes les autres interventions de la journée. Je vais essayer de l'expliciter sur cette première intervention. Je vais essayer de structurer mon propos autour de 7 points pour organiser finalement comment on peut comprendre qu'un enfant, un nourrisson de 15 jours régule beaucoup moins bien ses émotions qu'un enfant de 3 ans au moment où il rentre à l'école, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe durant ces 1000 jours, finalement, ces 2-3 premières années de la vie, pour qu'il y ait un tel changement au niveau de la qualité de la régulation des émotions. Alors j'ai été très touchée par un nouveau livre qui vient de sortir, qui s'appelle Brain Psychotherapy. C'est Alan Shore, un de nos auteurs préférés en neurosciences affectives. Donc cette année, il a écrit cet ouvrage, et dans cet ouvrage, il s'intéresse aux mécanismes qui semblent être efficaces en psychothérapie. Et ce qu'il nous dit, c'est que finalement, on est passé d'un modèle où on pense que c'est un travail, un exercice mental qui se situe surtout dans l'hémisphère gauche, c'est-à-dire que c'est important que le patient comprenne ses troubles et qui travaille avec le système nerveux central, à un modèle de recherche sur l'efficacité de psychothérapie qui petit à petit s'intéresse davantage à la place du corps, à la place de l'hémisphère droit et à la place du système nerveux autonome. Et je trouve que la journée d'aujourd'hui et l'ouvrage qui y est associé vont complètement dans cette mouvance, dans cet état d'esprit de s'intéresser aux phénomènes de l'hémisphère droit et au corps en psychothérapie en particulier. Alors comment parler de régulation des émotions sans parler de fenêtre de tolérance dans ce domaine? Évidemment, ce n'est pas possible. Donc, un simple rappel, la fenêtre de tolérance, c'est cette zone qui est une zone optimale de mémorisation, qui est une zone où on peut ressentir des intensités variées de charge émotionnelle sans que ça perturbe le fonctionnement du système. C'est une zone où il y a un espace possible entre stimulus et réponse, autrement dit une zone dans laquelle je peux tolérer de rester, la fenêtre de tolérance. On sait que quand on sort de la fenêtre de tolérance par le haut, le système sympathique domine, c'est les réactions de fuite ou combat qui vont être déclenchées. Et puis, si on sort de la fenêtre de tolérance par le bas, c'est le système parasympathique qui domine avec des réponses de figement notamment, mais aussi d'ennui, de vide, de sous-stimulation. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de vous maintenir autant que possible dans votre fenêtre de tolérance pour que vous puissiez bien apprendre, parce que c'est là qu'il y a une meilleure croissance neuronale et un meilleur apprentissage, une meilleure consolidation mnésique également. Mais la question qu'on se pose là sur cette intervention de ce matin, c'est comment se construit-elle finalement cette fenêtre de tolérance? Et le premier point, c'est le fait que le développement du cerveau dépend directement de l'usage que l'on en fait.
Effectivement, vous savez tous que l'être humain est extrêmement prématuré, il a un cerveau qui est immature. Et Damasio explique que, alors là c'est le côté très gratifiant de la science, figurez-vous que notre cerveau est tellement complexe qu'il ne peut pas être 100% déterminé par notre génome. Il est beaucoup trop complexe pour ça. Donc les structures les plus basiques, typiquement le tronc cérébral, le système limbique, vont être relativement bien déterminées dans leur construction par le génome. En revanche, notre cortex, qui représente quand même une grosse place, et dans nos fonctions et dans l'espace intracrânien, va énormément dépendre de la stimulation de l'environnement. Donc grosso modo, l'architecte s'est dit, bon là j'ai plus le temps, j'ai plus la place, je donne les grandes lignes et puis ils se débrouilleront. Et c'est ça qui fait que ce développement cortical particulièrement va être très dépendant de la stimulation qu'il va recevoir. Ce qui signifie qu'il y a un impact considérable de l'environnement sur le développement de notre cerveau. Et cet impact est particulièrement fort sur les fonctions corticales qui sont parmi les plus élaborées dans notre espèce, évidemment. C'est ce qu'on appelle le cerveau dépendant de l'utilisateur. Deuxième point, ce cerveau se développe en fonction de la stimulation qu'il reçoit, mais pas n'importe laquelle, il se développe particulièrement dans la relation. On sait à quel point très tôt un nourrisson est sensible au visage, aux expressions du visage de sa mère, par exemple. On sait grâce aux études tristement célèbres de Spitz à quel point l'être humain, le tout petit notamment, a un besoin de relation qui est vital. Contrairement à ce qu'on pensait avant, on pensait que c'était un plus, mais c'est un besoin absolument vital. Et les études sur l'hospitalisme le mettent en évidence de façon très claire. Ce qu'on observe, ce qu'on a observé depuis Spitz, il y a eu pas mal d'études sur le cerveau, le développement cérébral chez les tout petits carencés ou maltraités. Et bien notamment le fait que le cortex orbitofrontal, par exemple, va être plus petit chez des victimes de négligence ou de maltraitance. Donc on sait qu'il y a un certain nombre d'impacts sur la structuration même du cerveau de ces phénomènes de négligence, de carence ou de maltraitance. Mais l'avantage du fait que notre cerveau il se développe dans la relation et qu'il y a une grande part laissée finalement à l'influence de l'environnement, bien c'est que tout simplement ça nous rend très adaptables à notre environnement. Donc on peut se développer, grandir et s'ajuster dans toutes sortes de contextes sociaux, environnementaux, culturels, relationnels. Et c'est probablement ça qui nous donne les possibilités de libre arbitre. Le libre arbitre, chez la poule, c'est très limité. Je dis chez la poule parce que l'enfance est très courte chez la poule. Chez le corbeau, il y a une enfance beaucoup plus longue avant qu'il commence à être plus autonome et qu'il commence à savoir faire toutes sortes de choses. Et on sait qu'il peut apprendre beaucoup plus de choses que la poule. Et il semblerait que la durée de l'enfance est directement liée à l'intelligence en fonction des espèces et à la quantité de choses qu'on devient capable de faire. Donc évidemment, tout ça souligne à quel point il y a une importance des processus d'attachement. Et donc le cerveau se construit en relation. Ensuite, troisième point, la régulation des émotions, elle se construit de façon très précoce. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un monde entre le nourrisson qui vient à peine de naître et l'enfant de 3 ans. Et pourtant, il y a eu finalement très peu de temps. À l'échelle de la vie, c'est quand même très court. Et tous ces apprentissages qui vont se faire durant cette toute première période de vie qui sont cruciaux pour la régulation des émotions vont se faire en mémoire précoce, vont s'assimiler dans une mémoire implicite qui est très particulière et qu'on pourrait qualifier de toile de fond du psychisme, c'est-à-dire que ça va déboucher sur l'ambiance dans laquelle je vis psychiquement. C'est-à-dire petit à petit, dans cette expérience précoce, notamment dans les relations d'attachement, j'assimile comment est le monde en fait, comment je me sens, à quoi je m'attends comme atmosphère. Est-ce que le monde est plutôt bienveillant, plutôt dangereux ? Est-ce que est-ce que l'autre est plutôt fiable ou plutôt pas fiable ? Est-ce que moi je mérite d'être bien traitée ou pas ? Et comment je me sens dans mon corps ? Eh bien, cette mémoire précoce, on sait évidemment qu'elle est déjà fonctionnelle in utero, et on sait que l'amygdale est également fonctionnelle déjà à la naissance, ce qui veut dire que grosso modo, on a des capacités mnésiques et on a des capacités à sentir de la peur. Autrement dit, l'enregistrement dans les sensations de est-ce que le monde est dangereux ou pas, et est-ce que je suis en sécurité ou pas, c'est un enregistrement, une expérience extrêmement précoce. Et c'est cette accumulation d'expériences précoces dans le rapport à la sensation de sécurité au monde qui va petit à petit se cumuler et déboucher sur, entre autres, la régulation du stress et de la peur. Donc la sécurité et la peur sont des apprentissages très précoces et c'est la relation notamment qui va nous apprendre à nous apaiser ou non, puisque
le tout petit ne sait pas le faire. Donc là encore, ça souligne l'importance des expériences d'attachement comme mode d'apaisement physiologique qui va être apporté par autrui. Ça m'amène directement au point 4, le fait qu'il y a une immaturité des processus top-down, c'est-à-dire la capacité à se réguler du haut vers le bas, c'est-à-dire à calmer son corps par les activités notamment corticales. Le cortex est extrêmement immature, on l'a vu, il est en pleine attente de stimulation pour se développer, et donc la régulation top-down est elle-même très peu développée à la naissance. Il y a donc un impact crucial de l'attachement sur le développement des structures cérébrales, en particulier corticales. Et on sait que le havre de paix, la fameuse base de sécurité en attachement, c'est d'une certaine façon ce qui va va permettre au tout petit de revenir dans sa fenêtre de tolérance quand il en est sorti. Que ce soit quand il en est sorti par le bas en le stimulant ou quand il en est sorti par le haut en l'aidant à s'apaiser. Autrement dit, la sécurité de l'attachement, elle augmente l'exploration, ça c'est bien connu, mais elle favorise aussi l'apprentissage. Moins on passe du temps à se réguler, c'est-à-dire à essayer de se ramener dans sa fenêtre de tolérance quand on est sorti, plus on apprend. Donc, plus on a un attachement sécure, plus notre cerveau se développe de façon optimale. Au lieu de faire des apprentissages de l'ordre de la peur qui sont toxiques pour la suite. A l'inverse, dans les situations d'insécurité d'attachement, on va avoir différents types de stratégies, des stratégies de repli, avec une prédominance de l'hypoactivation qui est souvent liée au style d'attachement évitant, ou au contraire des stratégies d'agrippement, avec plutôt une prédominance de l'hyperactivation et des stratégies, un style de type anxio-ambivalent, ou enfin des comportements à type de figement, avec finalement quelque chose qui est désorganisé, qui est dérégulé, et on peut avoir des sorties de fenêtres de tolérance par le haut ou par le bas, et un attachement désorganisé. Tout ça se structure au sein de ce qu'on appelle les modèles interno-opérants dans la théorie de l'attachement, c'est-à-dire grosso modo cette représentation implicite que j'ai de moi-même, des autres et du monde, et qui va forger dans mon corps de façon inconsciente finalement et automatique les attentes que j'ai. Est-ce que c'est normal pour moi d'être maltraitée? Est-ce que c'est normal pour moi d'attendre de l'aide quand je la demande? Et puis on pourrait dire d'une certaine façon que la figure d'attachement, elle joue un rôle de prothèse corticale, puisque pendant cette période où le cortex est en plein développement, eh bien, c'est de la capacité de régulation des émotions de ces figures d'attachement principalement que le tout petit va dépendre pour s'entraîner lui-même petit à petit dans ses fonctions. Autrement dit, le cortex se développe grâce à la stimulation qu'il reçoit et idéalement dans le cadre d'une relation d'attachement sécure. Mais comment ça se passe, ça, finalement? On s'est beaucoup intéressé en neurosciences affectives à comment passe le message au niveau de la relation d'attachement. Et ça met l'accent sur l'importance de l'accordage. On sait que l'interaction mère-bébé permet de ramener ou d'amener le bébé dans sa fenêtre de tolérance. L'accordage peut être décrite comme une empathie ressentie viscéralement, comme une sensation rassurante et dynamisante de connexion à l'autre. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une synchronisation du rythme cardiaque entre la mère et le bébé, et qu'il y a un rôle, semble-t-il, crucial des échanges de regards, qu'on appelle le gaze en anglais, pour cette régulation des émotions. Et puis, possiblement, un rôle des neurones miroirs, mais dans tous les cas, ce que l'on sait, c'est que ces moments d'accordage, et en fait, plus précisément, il y a des moments de connexion dans ces temps d'accordage, et puis il y a inévitablement des moments de déconnexion, où le bébé se dérégule, et ce sont les moments de reconnexion et de réparation de cette rupture de la connexion qui vont être particulièrement cruciaux et aidants pour le développement du petit cortex du petit. Donc tout ça, ça va stimuler la croissance cérébrale. Je vais prendre un petit exemple qui est le visage impassible, que vous connaissez certainement pour la plupart tous. Donc on sait que Tronic, grosso modo, demande dans ses expériences à une mère d'être impassible au niveau du visage pendant 2 minutes face à son bébé. Je vous ai mis juste une petite image pour illustrer ça. Et grosso modo, s'il s'intéresse à l'impact de la dépression maternelle, aujourd'hui on dirait plutôt que c'est l'impact de la dissociation maternelle, puisque toutes sortes d'études ont répliqué des variantes, et notamment le fait que si le bébé a un retour vidéo de l'image de sa mère, mettons qu'ils ne sont pas dans la même pièce, et donc il interagit avec sa mère par vidéo, jusque-là tout va bien, et on décale la vidéo d'une demi-seconde. Et le bébé a les mêmes réactions de dérégulation massive et très rapide qu'il a dans le dispositif habituel.
où en quelques secondes, en fait, il manifeste de la détresse, il essaye d'appeler sa mère, il manifeste de la détresse, et puis il est complètement stressé, il sort de sa fenêtre de tolérance, et il a une désorganisation posturale massive. On observe également ça si la mère a une expression émotionnelle fixe. Par exemple, si elle sourit, mais qu'elle n'est plus en écho avec son bébé, qu'elle reste souriante comme ça, et bien là aussi, ça génère la même dérégulation du bébé. Donc on voit bien que finalement, ce sur quoi il a mis le doigt, c'est pas l'impact de la dépression maternelle, contrairement à ce qu'il pensait, mais plus l'impact de, ce désaccordage, de cette réponse non harmonieuse de la mère à son bébé au niveau émotionnel. Et cette désorganisation, ce qui est frappant dans cette expérience, c'est à quel point c'est rapide, à quel point le bébé est très sensible aux signaux émis émotionnellement par sa mère. Et évidemment, là, les smartphones prêtent toute leur importance dans l'évaluation qu'on peut faire de ce phénomène-là de nos jours. Autrement dit, l'accordage permet la régulation, mais aussi le désaccordage va provoquer de la dérégulation. Un autre point qui me semble moins connu dans la littérature, c'est le fait que le parent retraverse les stades du développement de son enfant et qu'il va être activé. Et ça va être largement illustré aujourd'hui. C'est un des prétextes qu'on a. Enfin, l'ICV est un prétexte qu'on a utilisé pour illustrer ça, parce que c'est quand même très classique dans notre clinique. On pourrait dire que les émotions de l'enfant activent le parent, c'est ça qui va venir tester sa propre capacité à le réguler en miroir, la fonction alpha, les fonctions de parexcitation, tout ça, ça a été très décrit dans la psychanalyse chez bébé en particulier. Mais ça veut dire aussi que le bébé ou le tout petit peut activer la mémoire traumatique non résolue de son parent, et Liotti a beaucoup développé ça, on va y revenir. Autrement dit, en thérapie, ce que j'ai trouvé personnellement très utile et qu'on a mis en évidence dans l'ouvrage, c'est à quel point traiter l'âge d'apparition des symptômes chez l'enfant. L'enfant a aujourd'hui 6 ans, il a un tel symptôme depuis l'âge de 4 ans. On traite les 4 ans chez le parent qui vient nous consulter et ça génère très souvent une nette amélioration, voire une résorption complète des symptômes du tout petit sans même qu'on l'ait vu. Donc ça montre à quel point ce symptôme du tout petit, il est aussi issu d'une difficulté de ces figures d'attachement à le réguler à cet endroit-là. Et qu'à partir du moment où la figure d'attachement se régule à cet endroit-là, les choses peuvent rentrer dans l'ordre, surtout si l'enfant est tout petit, peuvent rentrer dans l'ordre de façon extrêmement rapide. Autrement dit, il y a aussi un intérêt du pont d'affect donc une fois qu'on a traité l'âge de départ des symptômes, une autre stratégie, c'est de faire un pont d'affect sur qu'est-ce que ça vous fait, ces symptômes de votre enfant, voir ce que ça amène comme dérégulation chez le parent, aller aider le parent à se réguler à cet endroit-là, et là aussi on obtient des bons résultats. Mais ce sera largement illustré aujourd'hui. Et puis, dernier point, la transmission transgénérationnelle de l'attachement, du trauma et de la dissociation. Donc, je faisais référence aux travaux de Giovanni Liotti tout à l'heure, qui met en évidence qu'il y a une activation des traumas non résolus et des deuils non résolus du parent qui génère de la dissociation chez l'enfant et qui génère un risque d'attachement désorganisé. Ça dérégule l'enfant. Si on reprend le paradigme de Tronick avec le visage impassible, quand le parent est occupé à se réguler, même s'il a des absences, ça se voit, il n'est pas forcément complètement perturbé de façon visible, eh bien ce sont des moments, autant de moments où finalement le parent est indisponible pour réguler son enfant et pour s'accorder à lui. Ce que nous dit Liotti, c'est que quand un parent est effrayant ou qu'il est lui-même effrayé, eh bien, il est indisponible pour réguler l'enfant et que du coup, l'enfant se trouve dans une situation paradoxale où son attachement l'inciterait spontanément en tant que petit mammifère dans les situations de détresse à se rapprocher de son parent, et qu'à la fois, cette situation où c'est le parent qui est source de la détresse va le coincer dans une situation impossible où il veut se rapprocher et s'éloigner de sa figure d'attachement. Ça va, c'est clair ? Et c'est ça qui semble augmenter considérablement la propension à l'attachement désorganisé chez ces enfants qui se trouvent dans des situations paradoxales où finalement il n'y a plus que le figement comme solution pour survivre à une telle situation sans solution. Alors, l'effet de la thérapie sur ces différentes problématiques, c'est que ça rend le parent plus disponible, plus sécure, et grosso modo, ça augmente la capacité du parent à se réguler, et c'est ce qu'on va largement illustrer aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'ICV, je vais prendre 2 petits diapos pour vous parler de l'ICV, pour poser un petit peu les choses, histoire de dégager un peu mes collègues de cette question. Donc ici, c'est juste un exemple qu'on va prendre. L'hypothèse qu'on a, c'est si on répare le désaccordage précoce que le parent ou le grand-parent, ou peu importe la figure d'attachement qu'on a face à nous, a subi, ben vraisemblablement, ça devrait augmenter sa fenêtre de tolérance. Et donc, ça devrait également lui procurer un attachement sécure acquis et augmenter sa capacité à se réguler et donc à être disponible pour son tout petit.
Donc il y a évidemment des effets qu'on connaît bien maintenant en ICV sur l'individu en tant que tel, mais l'ouvrage avait pour objectif de mettre en évidence les effets de cette technique, de cette approche de l'ICV sur la dynamique familiale, du fait des phénomènes de corégulation et du fait que tout simplement un parent sécure devient davantage sécurisant pour son environnement. Quelques mots sur les principes. Vous savez certainement que le trauma, on pourrait dire qu'au niveau cérébral, c'est du temps qui n'a pas passé. Alors notre objectif, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la ligne du temps, c'est une liste de souvenirs chronologiques entre le moment d'insécurité ou de trauma qu'on cherche à intégrer. Donc ça peut être l'insécurité précoce à 15 jours, ça peut être un trauma d'il y a 6 mois, peu importe. L'idée, c'est d'utiliser une liste de souvenirs pour faire cette traversée au patient dans son corps de ce temps qui a passé, là où il peut nous dire, pour prendre un exemple simple, je sais bien que mon accident de voiture, c'était il y a 12 mois, mais moi, quand je monte dans une voiture, je suis comme ça, j'ai les mains qui tremblent, j'ai le palpitant qui monte, et donc clairement, il peut savoir mentalement que c'est fini si son corps continue de réagir, c'est quand même ça qui l'emporte malheureusement. Donc ce voyage avec la ligne du temps, on va leur faire connecter un certain nombre de souvenirs chronologiques, traverser ces souvenirs jusqu'à l'époque actuelle, pour, de façon répétée, leur faire cette expérience dans leur corps du temps qui a passé, alors que, je veux dire, dans leur hémisphère gauche, ils le savent, et c'est ailleurs, c'est notamment au niveau du système de stress, qu'on veut qu'ils le sachent également. Grosso modo, on cherche à éteindre la réaction traumatique, les réactions d'insécurité et d'attachement, et en association, on va souvent faire des exercices de reparentage, c'est-à-dire aller prendre soin du petit qu'ils ont été, qui a manqué, et aller donner à ce petit ce dont il a eu besoin et qu'il n'a pas reçu. Autrement dit, on pourrait dire qu'en ICV, notre hypothèse, en tout cas, c'est une expérience psychocorporelle du temps qui a passé, où on va faire ressentir au patient dans son corps que soit l'insécurité d'attachement qu'il a vécu ou le trauma ou peu importe, est bien derrière lui. Ce qu'on observe, c'est des gens qui se mettent spontanément, après ce type de séance, à réagir autrement, tout simplement parce que leur système de stress ne répond plus au déclencheur comme si c'était une situation de danger actuelle. Alors en synthèse, le cerveau est dépendant de l'utilisateur. Cette utilisation, c'est essentiellement en relation qu'elle se fait dans un environnement particulier. Tout ça s'assimile tout particulièrement, comme disait Catherine Clément tout à l'heure, dans les 1000 premiers jours, donc dans la mémoire implicite, qui constitue cette toile de fond d'autant plus pernicieuse quand elle est insécure que le patient n'a pas accès à des souvenirs conscients pour mettre du sens sur ce qui lui arrive. C'est évidemment le type de parentage, d'attachement qui va orienter notamment les réponses et tendances à l'hypoactivation ou à l'hyperactivation. Le désaccordage génère de la dérégulation et chez les tout-petits très rapidement. Le parent va être activé dans les stades de développement de son enfant et tout ça est susceptible de se transmettre de façon transgénérationnelle au niveau de l'insécurité, de l'attachement, de la dissociation et du trauma, du fait que le tout-petit accuse le coup, entre guillemets, de ces moments d'indisponibilité et de dérégulation de son parent. Et je vous remercie de votre attention.